Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un moment absolument critique du XXe siècle. Les bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945. On va explorer ensemble les faits, les motivations complexes, parfois contradictoires, et bien sûr les conséquences terribles, en s'appuyant sur des analyses historiques assez fouillées. On est fin juillet 1945. La guerre est finie en Europe, mais dans le Pacifique, c'est encore extrêmement violent. Le projet Manhattan, ce fameux projet, vient d'aboutir. Et l'ultimatum de Potsdam est lancé. Oui, tout à fait. Et ce projet Manhattan, il faut rappeler qu'il a été lancé en 1942, mené dans le plus grand secret, avec Oppenheimer, le général Groves, et puis une collaboration avec les Britanniques et les Canadiens. Et il vient tout juste de faire ses preuves, si on peut dire, avec l'essai Trinity en juillet 1945. Ça a validé la bombe au plutonium. Donc, technologiquement, les Américains y sont arrivés. C'est ça. Et ce qui est frappant, c'est la vitesse. Trinity en juillet et hop, début août, les bombes sont prêtes à être utilisées. Et puis il y a le choix des cibles. Et Kyoto a vraiment été sur la table, n'est-ce pas? Ah oui, absolument. Kyoto était même une cible prioritaire au départ, mais celle a été retirée. Apparemment, d'après les documents, c'est Henry Stimson, le secrétaire à la guerre, qui serait intervenu. Il connaissait la ville, sa valeur culturelle immense. D'accord. Donc Hiroshima est choisi pour son importance militaire, industrielle aussi, et puis sa topographie. Une plaine entourée de collines, ça pouvait potentiellement amplifier l'effet de souffle. Nagasaki, elle, sera ajoutée plus tard comme cible secondaire en quelque sorte. Et pendant ce temps-là, la diplomatie, elle patine. Le 26 juillet, l'ultimatum de Potsdam tombe, reddition sans condition. Point. Le Japon, de son côté, cherche encore une porte de sortie, via Moscou notamment, mais le 28 juillet, il y a cette réponse qualifiée de mokusatsu. Ça, c'est un moment clé, non? Oui, c'est crucial, parce que mokusatsu, c'est un mot japonais très ambigu. Ça peut vouloir dire ignorer, traiter avec mépris silencieux, mais aussi, peut-être, s'abstenir de commenter pour l'instant. Hmm. Sauf que les Américains, eux, ils l'ont interprété comme un rejet pur et simple, catégorique. Et cette interprétation, ajoutée à l'ordre de Truman, qui était déjà donné, d'utiliser la bombe après le 3 août, ça a un peu scellé le sort d'Hiroshima. Et les sources insistent bien sur la complexité des motivations américaines. D'un côté, oui, finir la guerre vite, éviter une invasion terrestre qui aurait été terriblement coûteuse en vies humaines, mais de l'autre, tester cette nouvelle arme en conditions réelles. Et puis, il y a cette dimension géopolitique, une démonstration de force face à l'URSS. Déjà les prémices de la guerre froide. C'est un débat historique majeur, et les documents le montrent bien. Alors, le 6 août, c'est l'Onalage, le B-29 piloté par Paul Tibbets, qui largue Little Boy, la bombe à uranium sur Hiroshima. Le ciel était clair ce matin-là. L'alerte aérienne avait même été levée. Ils pensaient que c'était juste un avion de reconnaissance. Incroyable. Et à 8h16, l'explosion. Une boule de feu énorme, on parle de 400 mètres de diamètre, 4000 degrés en surface, l'onde de choc, des vents dévastateurs, puis la tempête de feu. On rapporte cette phrase attribuée au copilote « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» Ça montre le choc, même pour ceux qui l'ont largué. Et ça ne s'arrête pas là. 3 jours plus tard, le 9 août, Nagasaki. Le B-29 Boxcar devait viser Kokura au départ. Mais le mauvais temps a sauvé la ville, en quelque sorte. Oui, il a dû se dérouter sur Nagasaki. Et là, c'est Fatman, la bombe au plutonium cette fois, qui est larguée à 11h02 sur le quartier industriel d'Urakami. Le relief de Nagasaki, plus vallonné, a un peu contenu l'explosion, enfin l'étendue des dégâts par rapport à Hiroshima, qui était très plate. Et il faut absolument mentionner ce qui se passe le même jour, le 9 août. Ah oui, c'est capital. L'Union soviétique déclare la guerre au Japon et lance une offensive éclair en Mandchourie. Donc Tokyo se retrouve pris en étau. D'un côté, la nouvelle arme américaine terrifiante, de l'autre, l'invasion soviétique massive. Les conséquences humaines sont effroyables. Les chiffres des morts directs ou très rapides, ils varient énormément, entre 70 000 et peut-être 220 000, voire plus. Le chaos était tel que compter était impossible. Et puis il y a les survivants, les Hibakusha. Oui, les Hibakusha. Avec des blessures d'un genre nouveau. Des brûlures thermiques si intenses qu'elles ont laissé des ombres sur les murs ou le motif des vétrins imprimés sur la peau. Il y a eu les traumatismes dus au souffle, aux effondrements, et puis, très vite, ce qu'on a appelé le syndrome d'irradiation aiguë. Les médecins japonais étaient désemparés. Nausées, chute de cheveux, hémorragie. Et à plus long terme, les études sont claires, une augmentation nette des leucémies,
puis d'autres cancers solides chez les personnes irradiées. Les sources précisent quand même un point important sur les descendants. Les grandes études n'ont pas montré d'augmentation significative de maladies génétiques héréditaires chez les enfants des survivants. Côté matériel, c'est l'apocalypse. Des kilomètres carrés rasés, surtout les constructions en bois. Quelques structures en béton ont mieux résisté, comme le dôme de Genbaku à Hiroshima. Oui, ce dôme, qui est maintenant le mémorial de la paix, est devenu un symbole incroyablement puissant. Il y a eu aussi cette fameuse pluie noire, radioactive, qui est tombée après, mais son impact sanitaire semble avoir été moindre que l'irradiation directe au moment de l'explosion. Face à ce double choc, les bombes et l'avancée soviétique, l'empereur Hirohito va finalement trancher. Entre le 9 et le 14 août, la décision est prise. C'est la capitulation. Et dans son discours à la radio, le 15 août, il le dit. Il parle d'une bombe nouvelle et d'une extrême cruauté pour justifier l'arrêt des combats. C'est explicite. Ensuite, l'occupation américaine commence fin août, et il y a cette censure, le CCD, qui va au début limiter pas mal la diffusion d'infos et d'images sur les effets réels des bombes. Ça a forcément joué sur la perception. Absolument. C'est la première et jusqu'ici l'unique utilisation militaire de l'arme atomique. Ça clôt la Seconde Guerre mondiale, oui, mais ça ouvre l'ère nucléaire. Et ça pose les bases de la dissuasion qui va structurer toute la guerre froide. C'est un tournant radical dans l'histoire humaine. Donc en synthèse, ces bombardements, c'est vraiment le résultat d'une convergence terrible. Une guerre arrivée à un stade de violence extrême, une avancée scientifique majeure mais aussi effrayante, et des décisions stratégiques aux conséquences humaines. Sans précédent. Et pour terminer, peut-être une piste de réflexion que soulèvent les sources Zik. Pour beaucoup, ces actes restent des crimes de guerre majeurs. Les Hibakusha, les survivants, sont d'ailleurs devenus des militants très actifs pour le désarmement nucléaire. La question qui demeure, c'est comment cet équilibre, ou plutôt cette tension, entre la nécessité militaire telle qu'elle était perçue à l'époque et l'horreur humanitaire absolue, comment ça continue d'influencer notre façon de penser la guerre, l'éthique et les armes nucléaires aujourd'hui. C'est une question qui reste ouverte.